Hello, bienvenue dans le podcast J'ai peur, donc j'y vais, je suis Steph et aujourd'hui je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'une fille qui se retrouve dans la forêt amazonienne à vivre une expérience chamanique au sein d'un peuple indigène. Bon, tu l'auras compris, cette fille, c'est moi. Cette histoire commence en réalité en 2016. En fait, en 2016, c'est la première fois, lors de mon premier voyage au long cours, que je mets les pieds au Pérou. Et je découvre l'existence de l'ayahuasca. Alors je n'avais absolument jamais entendu parler de l'ayahuasca. Et si toi non plus, en fait l'ayahuasca c'est une plante médicinale qui est utilisée au Pérou et d'ailleurs dans d'autres communautés indigènes du monde et dans d'autres pays du monde pour soigner, pour guérir des gens. Et c'est aussi une plante qui est considérée comme drogue ou en tout cas substance illicite dans beaucoup de pays du monde. Cette liane, elle est cuisinée avec d'autres plantes et donc ça donne un liquide qui va être bu pendant une cérémonie, donc qui va servir à soigner, etc. Sauf que il y a beaucoup de tourisme au Pérou qui est lié à l'ayahuasca, etc., à la recherche de cette expérience-là, parce que c'est une plante qui te fait triper, clairement. Il y a des effets hallucinogènes, il y a des effets avec des niveaux de conscience qui se dissocient, etc. Donc c'est assez mystérieux, c'est une expérience qui est assez intense et il y a beaucoup de touristes qui du coup veulent tester l'ayahuasca justement pour ces effets-là. Mais il y a toute une partie également spirituelle derrière. Et moi j'étais super intriguée par cette expérience, mais je suis pas une personne très spirituelle. Par contre, je suis très très curieuse de la culture indigène, de leurs rites, de leurs croyances, etc. Et j'entendais beaucoup aussi qu'il fallait être prêt en fait pour cette expérience-là, parce que c'est une expérience qui est forte. Et on dit beaucoup aussi que c'est l'ayahuasca qui vient à toi, qui te trouve entre guillemets. Et du coup, je voulais pas forcer l'expérience, et surtout qu'il y a beaucoup de charlatans. Si tu vas au Pérou, tu vas trouver plein de gens, plein de retraites pour faire de l'ayahuasca. Et ça va être dans des conditions qui sont pas du tout comme c'est fait traditionnellement. Et c'est des gens qui se prétendent soigner plein de choses, etc. Mais des vrais chamans, il faut aller un peu loin dans la forêt. Ils sont difficiles d'accès. C'est un peu leur mission de vie, tu vois. Et j'entendais même que ces chamans-là ne te font pas payer, alors que quand tu regardes les retraites ayahuasca sur Internet au Pérou, ça coûte parfois entre 200, 300 jusqu'à 1 000 euros. Donc c'est assez fou, quoi. Donc voilà, j'attendais de voir si l'occasion se présentait, si je rencontrais un chaman par hasard. Et ça ne s'est pas produit, donc j'ai pas forcé. Et puis j'ai continué mon voyage avec toujours un peu cette idée, cette curiosité derrière la tête. 3 ans plus tard, je retourne au Pérou, mais cette fois pour y vivre, pour y travailler, et je m'installe à Cusco. Et quelques mois après mon installation, mon anniversaire arrive et je me dis il faut que je fasse un truc, il faut que je pose des congés pour aller voyager, pour découvrir un coin que je connais pas encore, etc. Et je réfléchis à ce que je pourrais faire de fou pour mon anniversaire. Et à un moment donné, l'ayahuasca revient dans ma tête et je me dis pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas vivre cette expérience-là pour fêter mes 26 ans? Surtout qu'à ce moment-là, je suis un peu à un tournant de ma vie, je sais pas exactement ce que je veux faire et je me dis que peut-être ça pourrait m'aider à y voir plus clair parce que souvent on dit que les gens qui prennent l'ayahuasca ont des révélations, ça change leur vie, etc. Je me suis dit mais voilà, c'est exactement ce qu'il me faut. Et en même temps, j'ai des doutes parce que je me dis, est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie que de passer ta nuit d'anniversaire à vomir? Parce qu'il y a aussi ça en fait, c'est que souvent pendant la cérémonie, les gens vomissent puisque l'ayahuasca te purge. Et puis la graine a germé en moi et j'y pensais beaucoup et je me disais, bon, si l'expérience vient à toi, Steph, tu le feras, sinon tant pis, c'est pas grave. Et j'ai quand même fait pas mal de recherches, j'ai posé la question autour de moi à des gens qui l'avaient fait. Et puis un jour, j'en ai parlé à ma collègue péruvienne qui a quand même l'âge d'être ma maman et j'avoue que je redoutais un peu de lui en parler parce que si j'en parlais en France à une personne de cet âge-là, je pense que la personne serait pleine de doutes, serait surprise, choquée, se dirait que, enfin, aurait plein de peut-être de préjugés négatifs. Mais en fait, j'avais oublié qu'au Pérou, c'était vraiment une plante médicinale et que du coup, elle allait extrêmement bien accueillir mon idée. Elle m'a dit que c'était génial et même qu'elle allait m'aider et qu'elle voulait envoyer son fils avec moi pour qu'on le fasse ensemble. Et il se trouve que son mari est anthropologue et qu'il a mené des recherches dans une communauté indigène, dans la forêt amazonienne, dans un endroit pas hyper loin de Cusco, là où on habite, et que eux, justement, pratiquent l'ayahuasca, et donc elle s'est proposée de nous mettre en contact et de m'aider, du coup, à réaliser cette expérience-là. Et par chance, une tante de la famille habite dans le village à côté, et le connaît plus ou moins, puisque c'est tout petit, etc. Et donc, il la contacte elle pour qu'elle puisse contacter ce chaman, puisque dans la communauté, ils n'ont pas de réseau, pas d'internet, rien du tout.
et donc le seul moyen de le contacter, c'est de le voir. Et elle réussit à le contacter et elle nous dit que pour lui ce sera pas possible le jour de mon anniversaire parce qu'ils ont 3 jours de festivités pour, la fête de leur communauté, mais ce sera le jour d'après. Donc très bien, rendez-vous est pris, hem et je vous avoue que je suis super excitée. J'ai peur et Gonzalo, donc le fils de ma collègue qui va le faire avec moi et qui est mon ami aussi, on a tous les 2 un peu peur, on appréhende parce que ça promet d'être une expérience forte. Du coup, on en parle beaucoup, on en parle aussi beaucoup avec son père, du coup, qui connaît plutôt un rayon sur le sujet parce que en bon péruvien, anthropologue et cetera, il a bien tenté, il a bien fait cette expérience plusieurs fois et il nous explique qu'en fait, l'ayahuasca, contrairement à ce que je pensais moi, c'est une cérémonie qui se fait une seule fois. Parce que dans toutes les retraites d'ayahuasca qu'on trouve pour les touristes, c'est une retraite qui dure plusieurs jours où tu prends de l'ayahuasca toutes les nuits en fait pendant 3 ou 4 jours et à chaque fois tu as une expérience. Et il nous explique que originellement, enfin traditionnellement, ça se fait une fois, qu'on te donne la bonne dose une fois et c'est tout. Et en fait, au début, j'étais pas convaincue. Je me suis dit: «Oui, mais si c'est pas assez, s'il me faut en fait, plusieurs jours pour tirer les leçons de cette expérience et cetera», et en fait, je me rends compte que non, j'ai envie de le faire comme, il se fait traditionnellement, dans la forêt amazonienne. Et donc là, on est un mois avant, la cérémonie et je commence à m'intéresser à la diète. Parce que c'est un élément super important de la cérémonie d'ayahuasca, c'est tout ce qui se passe avant. Et donc c'est une diète où tu ne manges plus certains aliments, tu manges plus certaines choses, etc. L'intérêt, le premier, il est spirituel évidemment, c'est-à-dire que dans leur idée, c'est de purifier ton corps pour qu'il soit prêt à recevoir les enseignements de la plante mère, etc. Mais il y a aussi une raison plus terre à terre, c'est qu'il peut y avoir des interactions en fait entre des composants, des composés chimiques de la plante et des composés de la nourriture et ça peut en fait faire de l'hypertension, des gros maux de tête et même parfois dans certains cas entraîner la mort. Donc avant de prendre l'ayahuasca, tu ne peux pas prendre aucun médicament. Enfin voilà, il y a plein de choses en fait que tu peux pas manger, mais il y a des écoles différentes. Et moi de mes recherches, je voulais vraiment le faire de la manière la plus traditionnelle possible et donc j'ai fait une diète vraiment stricte. Donc une diète stricte en l'occurrence, c'était plus de café, plus d'alcool, plus de sel, plus de sucre, plus de produits laitiers, plus de produits fermentés, donc c'est-à-dire plus de sauce soja, hem, plus de levure, plus de chili, plus de boissons gazeuses, plus de fromage, enfin des tas de trucs. Même pour les fruits et légumes, il y avait des limitations, c'est-à-dire que je pouvais pas manger des fruits qui étaient trop fermentés, je pouvais pas manger des olives. Il fallait aussi faire attention au fluor dans le dentifrice, pardon. Hem Et donc voilà, il y avait plein de choses. Donc clairement, l'objectif, c'était aussi de ne plus prendre du plaisir à manger, que vraiment manger, ce soit pour répondre à un besoin primaire, à un besoin physiologique, mais qu'on n'y prenne plus de plaisir pour que vraiment tout ton esprit, finalement, soit concentré, hem, vers tes pensées, dans le fait d'accueillir tes pensées. Et donc pour ça, il faut vraiment faire de la place. Et la diète, et ça on l'oublie très souvent dans l'ayahuasca, c'est que la diète, elle est aussi mentale. C'est-à-dire que pour les plus puristes, il s'agit de plus lire, de plus regarder de séries, de plus écouter de musique pour vraiment être concentré à 100% sur tes pensées. Et c'est un peu comme dans une retraite de méditation, par exemple, où vraiment tu vas être concentré que sur toi, sur tes émotions, sur tes sentiments. Et du coup, tu seras vraiment dans un état de calme absolu et de prêt à accueillir finalement l'expérience de l'ayahuasca. Et donc 2 semaines avant, je me lance dans cette diète, que je suis à la lettre d'ailleurs, même si c'est un peu frustrant au début et puis en fait, au final, j'ai vraiment tellement cet objectif en tête de vivre l'expérience à fond. Parce que c'est vrai que même si je suis pas une personne, pardon, très spirituelle, j'ai vraiment envie cette fois-ci de m'ouvrir complètement à ce que je vais voir, ce que je vais entendre et d'accueillir tout ça sans jugement, même si, j'avoue que quand j'entends parler de plantes mères et cetera, au début, ça me paraît un peu, farfelu. Mais j'ai vraiment envie de prendre tout ce qui me vient comme ça, et d'apprendre des nouvelles choses et de découvrir et cetera. Donc je suis cette diète que je me suis, fixée à la lettre. Et donc avec Gonzalo, le jour J, on se retrouve pour prendre le bus et on est tous les 2 stressés avec nos petits sacs. On part pour 5 jours et on sait pas en fait, on sait comment on part mais on sait pas comment on va revenir en fait. Et hem et en fait, c'est pas très loin là où on va, c'est environ 200 kilomètres de Cusco. Mais Cusco, c'est une ville qui est perchée à 3 400 mètres d'altitude et là où on va, du coup, c'est la jungle, c'est tropical, c'est chaud et alors, on voyage pendant à peu près 6 heures. La route est hyper chaotique, on voit des falaises énormes, ça fait super peur et puis
le paysage se transforme en fait. On passe de pics montagneux, enneigés à des fougères qui poussent, à des arbres, des palmiers et cetera et c'est vraiment magnifique et au fur et à mesure que les heures passent, on enlève nos couches de vêtements et on sait vraiment pas dans quoi on se lance. On est silencieux, on regarde par la fenêtre et on attend en fait. On attend que ça arrive, on attend que ça se passe et on n'est même pas sûr que ça va se produire parce qu'on lui a jamais parlé à ce chaman. On sait même pas s'il se souvient de nous, s'il se souvient qu'on arrive et donc on arrive à Pilkopata, le village où habite la tante, qui va nous accueillir pendant ces 5 jours, la tante de Gonzalo et elle a en fait, des petites chambres, dans le jardin en fait. Donc on va crècher là pendant 5 jours et on va prendre le temps, on va continuer du coup notre diète. Elle sait qu'on va faire ça, elle sait qu'on peut pas manger de sel, qu'on peut pas manger de viande et cetera et donc elle s'occupe de nous pendant ces quelques jours et puis vient le jour de mon anniversaire et ce jour-là, en fait, on s'engage un peu dans la forêt. C'est magnifique, c'est luxuriant, c'est tous les bruits des oiseaux. En fait, on sort de ce village qui est tout poussiéreux pour entrer vraiment en fait, l'enfer vert, je pense que ça porte bien son nom. C'est tellement magnifique, moi, c'est un truc qui me fascine absolument, la forêt amazonienne. Et donc là, je suis vraiment dans mon élément, c'est juste formidable. Par contre, il fait une chaleur écrasante et clairement, on n'en a plus du tout l'habitude puisqu'à Cusco, il fait froid. Et donc on se retrouve, vraiment, le soleil nous brûle la peau et puis on marche, on marche, on marche sur un petit chemin qu'on a trouvé et à un moment donné, on tombe sur un panneau qui indique le nom de la communauté indigène dans laquelle on va faire la cérémonie et là, on se dit: «Mince, punaise, c'est fou et si on allait marcher jusqu'à là-bas?» Et on regarde sur notre carte et on se rend compte que c'est encore à 4 kilomètres, sachant qu'on en a déjà marché 4 et sachant qu'il y a pas de transport, il y a pas de taxi, il y a rien du tout. Donc ça veut dire que si on continue de marcher pendant 4 kilomètres, en tout, aller-retour, on en aura fait 16. Il fait chaud et il est presque midi et on n'a pas de moyen de communiquer puisque évidemment il y a aucun réseau, aucun internet, rien du tout, donc on peut même pas communiquer, avec, la tante. Et puis, je sens que Gonzalo a envie d'aller rencontrer le chaman ce jour-là et moi j'avoue que j'ai un peu la flemme parce que c'est mon anniversaire et j'ai envie de profiter, de me baigner dans la rivière et cetera. Mais je sens qu'il a ce besoin de le rencontrer avant et c'est vrai que je me dis que c'est pas une mauvaise idée en fait que d'être rassuré un peu et de le voir parce qu'on sait vraiment pas dans quoi on se lance. Et donc on marche pendant, encore, une bonne heure je dirais et à un moment on arrive et on voit en contrebas, la communauté et là ça me fait vraiment un choc. On est super ému quand on voit au loin les maisons et cetera, mais ce qui me surprend en premier, c'est les déchets. C'est vraiment la première chose que je remarque et du coup on approche, on rentre dans ce village qui est poussiéreux et évidemment tout le monde se retourne pour nous regarder. Les femmes s'arrêtent, de faire ce qu'elles sont en train de faire pour nous observer et j'avoue qu'on est un peu perdus. En même temps, on est stressés d'être là et on a envie de leur parler, de les connaître et cetera et on aperçoit un préau au loin avec, un toit qui est fait en paille, mais vraiment enfin, paille tressée finalement, magnifique et cetera et donc on s'approche parce que, en dessous, il y a une dizaine d'hommes qui sont assis sur des chaises en plastique et en fait, je sens que le chaman est là. Je sens qu'il est parmi ces hommes-là et je m'approche et Gonzalo, lui, est super timide et du coup, il reste à 50 mètres en arrière et moi j'approche, je suis déterminée à leur parler, je suis déterminée au moins à saluer. Maintenant on est là, tu vois? Et je suis trop excitée de le rencontrer et puis, la première chose qui me frappe sous le préau, c'est qu'il y a, plein de bouteilles en plastique partout. Il y a des plaids, des couvertures, à même le sol, donc c'est super poussiéreux. Heu, c'est vraiment en fait, comme du sable, de la poussière mélangée et cetera et par-dessus, il y a des couvertures avec des enfants qui dorment comme ça à même le sol et puis il y a ces hommes-là qui sont en demi-cercle et qui discutent et à leurs pieds, il y a des bouteilles de bière et là, je me rappelle qu'en fait, oui, ça fait 3 jours qu'ils célèbrent, la fête de la communauté, puisque c'est la fête de leur saint, leur sainte plutôt et je repère tout de suite un homme en fait, et je sais que c'est lui. Je sens que c'est lui le chaman, il dégage quelque chose, peut-être parce que c'est le plus âgé ou son regard, j'en sais rien. Et j'approche et là, ils me dévisagent tous et se demandent: «Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle nous veut cette fille?» et j'avoue que je me sens un peu mal à l'aise, mais je garde mon aplomb et je les salue et je leur parle en espagnol. Je leur explique qui je suis, que demain je viens pour la cérémonie et cetera et que, voilà, je voudrais,
me présenter et puis juste demander à quelle heure on vient demain. Parce qu'au final, on savait pas à quelle heure on venait le lendemain et vu qu'il y a aucun moyen de les contacter, c'était un peu la surprise. Je me rends compte en fait à ce moment-là, je comprends qu'ils sont encore un peu ivres ou en tout cas qu'ils ont une énorme gueule de bois et que c'est pour ça que, ils sont pas hyper disposés à me parler. Et donc il me répond que, je peux venir le lendemain à 16h. Je sens que c'est pas vraiment le moment, pour moi d'être là et que bon, je dérange un peu. Et donc on repart et Gonzalo est satisfait. Et là je me dis: «En fait cet homme qui, va nous va mener en fait la cérémonie demain, il est pas du tout comme je l'imaginais. J'imaginais un guérisseur, un homme, je sais pas, j'ai une image un peu romantique, mais un homme, pur, et cetera et là, en fait, je vois un homme, qui a des tout petits yeux parce qu'il, s'est pris une cuite la veille, tu vois? Du coup, évidemment, je doute un peu et je me dis: «Mais mince», parce qu'au final, cette cérémonie, elle va se passer que, nous 2 avec lui. Faut avoir confiance en cette personne, en fait, parce que pendant plusieurs heures, on va peut-être vomir, on va peut-être être incapable de bouger, on va vivre quelque chose de super intense et c'est lui qui va être notre «ange gardien» entre guillemets. Donc j'avoue qu'on passe, la fin de ma journée d'anniversaire un petit peu anxieux, un petit peu, ouais. Et le lendemain à 16h, on est amené en voiture dans la communauté par, la tante qui, du coup, nous dépose comme ses enfants, elle nous accompagne, voir où on va dormir et cetera et du coup, justement, il nous présente où est-ce qu'on va passer la nuit et où est-ce qu'on va passer la cérémonie et en fait, ça se passera pas sous le préau, ça se passera dans une petite cabane parce que, quelques années auparavant, une ONG était venue avec le projet de construire des espèces de un écolodge en fait, clairement, pour qu'eux puissent l'exploiter, accueillir des touristes et cetera et du coup, avoir une rentrée d'argent et en fait, ce sont des cabanes qui sont à l'abandon clairement, c'est magnifique, c'est fait en bois et cetera. Mais nous, ce qu'on découvre dans la cabane, c'est, un sol vraiment, dégoûtant. Honnêtement, vraiment, c'est dégoûtant. Il y a absolument pas de meubles, il y a rien, il y a pas de lit, il y a rien. Dans la salle de bain, il y a pas de chasse d'eau, c'est sale. C'est juste un gros seau, en fait, avec de l'eau, avec plein de larves de moustiques à l'intérieur et puis une petite coupelle pour verser l'eau dans les toilettes. Il y a encore des détritus. Et donc c'est là où on va passer la nuit, c'est là où on va se dérouler la cérémonie. Ils nous amènent des matelas et là, vraiment, ils sont super sales. C'est vraiment, ils sont noirs, ils sont crasseux, on voit qu'ils ont traîné partout. Et heureusement, la tante nous avait donné des couvertures parce qu'aussi il fait quand même frais dans la forêt la nuit. Il n'y a pas de fenêtre, ce sont des moustiquaires au mur. Donc voilà, on installe ça sur notre matelas et du coup on n'a plus rien pour se couvrir évidemment. Euh, et là, le chaman nous propose de nous détendre un peu, d'aller nous baigner dans la rivière si on le souhaite, avant la cérémonie qui commencera quand le soleil se couche. Et donc à 18h, on se retrouve dans cette cabane et il est sobre et il est rassurant, il émane une bonne énergie et donc du coup ça nous rassure beaucoup parce qu'avec l'image qu'on avait eue la veille, je t'avoue que j'étais un peu, voilà, j'ai eu des doutes évidemment et là ce jour-là, non, il se présente vraiment, bien et puis, entre-temps, on a appris qu'il était plutôt, connu en fait, que c'était un chaman superstar, qui allait au Népal guérir des gens, qui allait partout dans le monde, qui avait beaucoup voyagé et cetera. Et donc je me dis qu'en fait, c'est trop un honneur qu'on a que de l'avoir juste pour nous, pendant cette nuit-là. Et donc il nous parle un petit peu de comment se cuisine la liane, de comment ça va se passer. Il nous explique, qu'il va chanter pour nous rassurer, heu, qu'il va beaucoup fumer aussi, qu'il va mâcher des feuilles de coca et quand, il fait complètement nuit, c'est le moment de boire l'ayahuasca. Alors c'est un liquide, un peu verdâtre, brun, un peu épais, franchement c'est pas ragoûtant du tout, c'est pas bon du tout, et donc il nous sert ça dans des petits verres en plastique, qu'il nous dépose à côté de nous. Il y a aussi, une bassine à côté de nous puisque donc on a chacun, notre bassine, notre PQ puisqu'il est fort probable qu'on passe la nuit à vomir. Il nous demande d'ailleurs si on a, fait, une diète et cetera et donc je lui parle de ma diète et là il me dit: «Mais, tu pas obligé de faire tout ça». En général, ils recommandent juste de ne pas boire, ne pas fumer, ne pas, ouais, pas boire d'alcool pendant les 3 jours qui précèdent, mais voilà, moi j'ai fait vraiment la version stricte et il est un peu surpris, mais au final, au fond de moi, je suis quand même contente de l'avoir fait à fond
Et je me sens vraiment bien d'avoir tenu 2 semaines en fait, d'avoir fait ça dans un but précis, d'avoir eu la force de surtout pas de manger de sucre. Pendant 2 semaines, c'était pas facile. Donc une fois que la nuit est complètement tombée, il nous sert, l'ayahuasca, il nous invite à boire, notre potion magique et là, on s'allonge pendant, peut-être 25 minutes, une demi heure, sachant que lui aussi boit, l'ayahuasca. C'est-à-dire que tous les 3, on va triper. Au bout d'une demi heure, il commence à faire des bruits de bouche, il commence ensuite progressivement à siffler et puis ça monte crescendo jusqu'à ce qu'il chante super fort et c'est vraiment puissant parce que c'est une petite cabane, en fait, on est quand même relativement proches les uns des autres et c'est super puissant parce que plus sa voix s'intensifie, plus, ses vocalises s'intensifient et plus je sens vraiment la plante agir en moi et j'ai mon estomac qui commence à faire des gloubi-gloubas, ça commence à bouger dans tous les sens et là je me dis: «Mince, je vais vomir». Et on est dans le noir complet, on est dans la jungle avec tous les bruits qui vont avec. Je vois plus du tout Gonzalo et je comprends que je vais rentrer dans un voyage intérieur qui va être super intense, super fort. Et j'essaye de me rappeler de l'intention que j'ai mis derrière tout ça, de pourquoi j'ai commencé tout ça. Euh, et c'est ce qui me permet en fait de rentrer sereinement là-dedans. Et en fait, les effets, au fur et à mesure que le chaman continue de chanter, les effets commencent à vraiment s'intensifier. Je commence à avoir du mal à distinguer l'espace autour de moi. Je commence à avoir du mal même à ressentir mon corps. Euh, je peux plus parler en fait. Au bout d'un moment, je suis incapable de m'exprimer. Je suis vraiment scotchée à mon matelas et j'entre comme dans une espèce de transe en fait. Et ça, c'est fou. Je respire super fort et j'arrête pas de me tortiller dans tous les sens, de me toucher le visage. J'ai vraiment du mal en fait à comprendre les formes, même la forme de mon corps, etc. C'est comme si j'étais plus que mon esprit et que mon corps, il y avait plus de corps en fait. Que vraiment j'étais juste ma conscience et c'est tout. Et j'ai les yeux grands ouverts et en fait je vois rien. Je vois des choses mais c'est vraiment des créations de mon esprit. Et contrairement à beaucoup de récits sur l'ayahuasca, j'ai pas vu spécialement de couleurs mais j'ai quand même vu plein de choses. J'ai vu, c'est un truc assez commun avec l'ayahuasca, j'ai vu beaucoup d'animaux. J'ai vu un truc aussi qui était hyper intéressant, c'est que j'ai vu des dimensions. Alors comme je te le disais au début, je suis pas une personne très spirituelle, je suis pas une personne enfin, je suis une personne très rationnelle, très sceptique, tout ça. Mais je suis quand même aussi ouverte d'esprit et là, c'était vraiment perturbant presque ouais, de voir toutes ces comme s'il y avait vraiment plusieurs dimensions, que je pouvais, naviguer de l'une à l'autre, qu'il y avait plein de choses en fait, qu'on voyait pas, qu'on comprenait pas et j'avais cette impression aussi de parler avec la plante. Comme si je la visualisais et que je pouvais parler avec elle. Et en fait, mon interprétation après coup, c'est que la plante, c'est en fait que le reflet finalement de ton inconscient, de ton subconscient, et que toutes les réponses, elles sont déjà en toi. Et c'est pour ça que l'ayahuasca ne te permet pas de voir le futur, et que c'est là aussi l'erreur de ma démarche, c'est que, comme je te le disais, j'avais un peu l'intention que ça m'aide à éclairer mon futur, à ce que j'avais envie de faire, etc. Mais non, l'ayahuasca, ça te permet de trouver des réponses qui sont déjà en toi, mais que peut-être tu n'avais pas encore vues. Et c'est en ça que c'est intéressant et du coup, ouais, c'était vraiment fort. Je pense que j'ai pleuré aussi plusieurs fois parce que c'était beau et en même temps intense et pendant ce moment-là, tu te dis: «Ça va jamais se terminer» alors qu'en fait, ça ne dure que 5 heures entre guillemets. À un moment, il y a eu un espèce de saut dans l'espace-temps, c'est-à-dire que j'ai attrapé mon téléphone pour regarder l'heure qu'il était et je croyais qu'il était 10h40 et la fois d'après où j'ai regardé, il était, 00:30 ou minuit ou 1 heure du matin et j'ai eu l'impression qu'il s'était passé 10 minutes. Donc ça, c'est assez fou. Et puis je crois vers 1 heure, je finis par, «redescendre» entre guillemets et puis, je m'endors tout simplement. Et quand on se réveille le matin, il fait jour et le chaman n'est plus là. En fait, il nous avait prévenu qu'il rentrerait dormir, avec sa femme tout simplement et il revient en fait, le matin, auprès de nous pour débriefer sur cette expérience qu'on a vécue et ce qui s'est passé et cetera et il nous explique que pour lui, l'expérience a été aussi très, très forte, qu'il a eu des choses, hyper intenses et que ça a été très dur pour lui aussi. Après cette expérience-là, je me suis vraiment sentie, je dirais, vidée, en fait. Je pense qu'il y a pas de meilleur mot que ça, je me sentais vidée. Et c'est là où il y a eu une grosse différence entre Gonzalo et moi, c'est-à-dire que lui, il était plein d'énergie, il avait l'impression vraiment d'avoir guéri sur certains points, d'avoir trouvé des solutions et cetera. Et moi, d'une part, je me suis rendu compte que j'avais rien de spécial à guérir parce que j'étais super heureuse dans ma vie et que j'étais, je pense, plutôt équilibrée.
mais en même temps, je me suis sentie, ouais, comme une coquille vide, en fait. Hem et j'ai eu un sentiment de vide extrême, de plus d'énergie et c'est pas seulement le fait qu'on ait très peu dormi cette nuit-là, c'était vraiment à l'intérieur de moi. Je me suis un petit peu renseignée sur internet après et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient une dépression, ou en tout cas qui avaient des états dépressifs après avoir pris l'ayahuasca parce que c'est tellement fort, tellement traumatisant, ça remue tellement de choses en toi que ça peut mener justement, si tu arrives pas à gérer, les conséquences, si tu arrives pas à t'accompagner en fait dans l'analyse de ce que tu as vu, de ce que tu as ressenti, ça peut te plonger dans une période un peu difficile et moi j'ai vécu une semaine dans cet état. Il y a vraiment eu un avant et un après, tu vois? Et comme nous disait le chaman, c'est une expérience qui marque ta vie et que tu dois digérer en fait pendant même des semaines et même des années. Et c'est tout un travail que d'interpréter ce que tu as vu, de comprendre ce que tu as vu, de l'intégrer à ta vie. Et donc pour ça, c'est recommandé de poursuivre la diète pendant, un certain temps après, l'expérience et moi je l'ai continuée pendant 2 semaines. On pense que, pendant ton sommeil, pendant tes rêves, c'est le moment où aussi ton inconscient continue de te parler et cetera. Mais moi je me sentais vraiment vide. Je me disais: «Mais qu'est-ce que j'ai appris?» J'essayais à tout prix de trouver des leçons et en fait c'est difficile. J'avais un peu l'impression d'être une page blanche, tu vois? Que je pouvais réécrire à nouveau et du coup, j'ai fait hyper attention à ce que je consommais, notamment comme médias, comme lecture et cetera. Je voulais vraiment consommer des choses positives, inspirantes parce que je me sentais vraiment, comme une éponge émotionnelle. D'ailleurs, c'était dur parce qu'au travail, je travaillais sur les réseaux sociaux, donc clairement s'éloigner de tout ça et de la pression et du stress, c'est difficile et c'est vrai qu'on recommande souvent justement de prendre quelques jours off après, et moi je suis retournée directement bosser et c'est vrai que c'était pas facile. Et encore aujourd'hui, en tout cas, je pense à cette expérience et elle m'a vraiment marquée et il y a autre chose d'ailleurs qui m'a marquée et dont j'aimerais parler pour conclure ce podcast, c'est de la communauté indigène que j'ai pu découvrir, que j'ai découvert pendant quelques heures, donc j'ai pas un avis, extrêmement étayé. Mais ce qui m'a frappée, c'est vraiment en fait, ça a complètement brisé la vision un peu romantique, un peu, de communautés indigènes qui sont encore, intouchées, pures, avec, leurs valeurs et cetera et là, ce que j'ai vu, c'était complètement différent. C'était vraiment, le capitalisme qui s'immisce dans les moindres recoins et en fait, ils ont accès à des biens de consommation, donc c'est génial, ils ont accès à plein de choses, mais du coup, ils ont aussi accès malheureusement à plein de bouteilles de coca et plein de plastique et aucun moyen de gérer tous ces déchets-là, donc tu vois, c'est l'autre versant en fait de ça et puis, il y a aussi, un truc qui m'a frappée, c'était l'aide qu'apportent les associations qui part d'une super bonne intention. En fait, le fait qu'il y ait pas de suivi derrière, c'est des projets qui tombent à l'eau et là, on voyait bien que tout cet investissement qu'il y avait eu pour construire les cologes, en fait, il est inutile si ensuite il y a pas des ressources pour, par exemple, ils auraient pu aussi apporter une aide pour, leur apprendre à gérer une structure touristique, à faire de la communication, je sais pas, des choses comme ça qui, en fait, font aussi partie du truc. Il suffit pas d'avoir des infrastructures pour que ça fonctionne et malheureusement, du coup, le travail des associations, il se porte sur, un projet et pas sur, la prise en compte de l'environnement global dans lequel il s'inscrit. Donc ça, je trouvais que c'était un peu dommage et vraiment pour conclure ce podcast, je voulais ajouter que c'est pas du tout une incitation à tester l'ayahuasca ou tout autre type de substance hallucinogène ou de médecine, ancestrale, de la selva ou je ne sais quoi. C'est vraiment mon partage d'expérience, ma vision à moi, mes conclusions à moi et je n'incite personne à faire pareil, à tester. Il y a des risques, il y a des personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de films d'ailleurs, là-dessus, beaucoup de livres et cetera. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à me faire des retours, là-dessus. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao!